Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. Un responsable iranien annonce un cessez-le-feu temporaire d'une semaine au Liban à partir de ce soir. Israël dément, mais une réunion du cabinet de sécurité est prévue à 19h heure israélienne pour discuter de toutes les questions et donc y compris de cette question de cessez-le-feu. Le Wall Street Journal a rapporté que plus de 20 navires commerciaux avaient franchi le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures malgré l'embargo décrété par les États-Unis. Le Pentagone déploie par ailleurs des milliers de soldats au Moyen-Orient. Israël et le Liban s'accordent pour entamer des négociations directes avec des discussions qui ont été qualifiées de productives et qui ont eu lieu hier à Washington. Trump affirme qu'une deuxième session de négociation avec l'Iran peut avoir lieu dans les tout prochains jours et finalement, c'est une délégation pakistanaise qui s'est rendue à Téhéran avec une proposition américaine, une délégation de haut niveau, avec donc les derniers points proposés par l'administration Trump. Et puis concrètement, en Israël, plus de 40 roquettes ont été tirées depuis ce matin sur le nord d'Israël. On part tout de suite pour Jérusalem. On le retrouve notre correspondant permanent Richard Darmon. Bonsoir Richard. Bonsoir et shalom. Richard, le chef du Mossad, David Barnea, fait une déclaration et même une véritable révélation, ce qui n'est pas le rôle du Mossad. Donc il y a une intention, c'est-à-dire le rôle du Mossad n'est pas de faire des révélations au grand public dans les journaux. Et donc il dit que le but d'Israël est toujours de renverser le régime. Qu'est-ce qu'il a dit exactement d'abord déjà, et parce qu'il faut être précis, et ensuite pourquoi? Alors, c'était hier, pendant Yom HaShoah, il a pris la parole de manière inhabituelle pour faire une sorte de point, de bilan perspective à moyen et long terme de l'action du Mossad, puisque vous le savez, il va être remplacé le 1er juin par son successeur désigné, et qui n'est autre, si vous voulez, que un général de Tzahal qui s'appelle Roman Goffman. Et donc, il a fait une sorte de bilan des activités de son institution et aussi non pas un bilan personnel, parce que c'est vraiment tout le contraire du profil du bonhomme, mais il a fait un point très important. Il a dit, entre autres, notre mission est la suivante, elle consiste à devoir compléter et favoriser les batailles militaires qui se mènent. Et voilà pourquoi nous avons planifié de continuer, même lorsque les armes se seront tues provisoirement sans doute en Iran, puisque, a-t-il reprécisé, c'est l'action du Mossad, comme je disais, et à la fois en amont et en aval. Alors il faut dire, comme vous le signaliez, que c'était la première fois que le chef du Mossad s'adressait publiquement, disons, non pas dans un cénacle fermé ou dans les instances gouvernementales, mais au grand public. Et il a en quelque sorte voulu prendre le contre-pied de certaines critiques qui ont été faites aussi bien en Israël que surtout aux États-Unis, où d'aucuns ont dit que il aurait activé la décision de l'administration américaine et de Trump et de son entourage de partir en guerre, en soi-disant, parce que c'est pas du tout le cas, mais en indiquant aux décisionnaires américains que après quelques jours de pilonnage, le régime s'effondrait comme un château de cartes. En fait, Barnea n'a jamais dit ça, et vous pensez bien qu'une telle décision, ça repose pas sur les assertions d'un homme aussi important que lui, mais d'une des institutions d'Israël. Et donc il a mis l'accent, donc il a rejeté ces allégations, et il a précisé quelque chose de très intéressant, c'est que il reste persuadé que le changement de régime en Iran est possible dans un délai qu'il a défini entre 6 mois et 1 an. Et parce que, a-t-il précisé, il a toujours mis l'accent sur toutes les personnes importantes qu'il a vues aux États-Unis, dont le président et le vice-président, donc quelques
longues semaines avant le 28 février, date d'ouverture de la guerre, en disant que il ne fallait pas s'attendre à ce que le régime change après quelques jours ou même semaines de bombardement, et qu'au contraire, c'est un phénomène qui pourrait intervenir après la clôture des fronts et du champ de bataille. Et il a d'ailleurs précisé une chose intéressante aussi, c'est que leur rôle a été beaucoup plus proéminent pendant l'opération du mois de juin 2025, la première guerre contre l'Iran, qui a été en fait initiée par Israël et auquel les États-Unis se sont joints, et un peu moins dans cette dernière campagne militaire, parce qu'évidemment, c'était les armées des deux pays qui étaient en première ligne. Ceci dit, il a aussi précisé que même dans ces 38 jours de la guerre, de la dernière guerre, le Mossad avait en fait pris de nombreuses initiatives, notamment pour recruter des Iraniens qui l'ont aidé dans ses actions de minage du régime, et aussi dans les fameux bombardements des points de barrage des forces, des milices Badji, et aussi pour présenter le régime comme étant dangereux pour les Iraniens. Donc en fait, voilà, il a fait ce bilan. Mais ce qui est important, en tout cas globalement, c'est qu'il ouvre ainsi une perspective un peu moins impatiente que celle de tous les chroniqueurs et de tous les politiciens aussi qu'on voit ici ou là, et surtout en Occident, qui font le bilan que les États-Unis au mieux ont fait un match nul avec l'Iran, et la plupart du temps auraient perdu cette guerre puisqu'ils n'auraient pas pu renverser le régime. Or, c'est un phénomène qui, compte tenu de la structure du pouvoir iranien, prendra plus de temps. C'est ce qu'en substance a voulu dire Barnea, et je crois qu'un homme aussi sérieux, en même temps modeste et assez peu imbu de sa personne que lui, c'est des propos qu'il faut retenir, et peut-être qu'on va être surpris dans les mois qui viennent que la réalité en Iran va lui donner raison. Alors, il y a une information économique, mais qui a des portées absolument colossales, c'est la chute du prix du dollar. Est-ce que ça a des incidences sur Israël, sur la guerre et sur le shekel ? Oui, il faut dire que c'est un phénomène qui a été entamé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, mais là aujourd'hui, de manière symbolique, le dollar a été coté à 3 shekels, un taux qu'il avait vraiment pas, il n'était pas descendu aussi bas depuis 30 ans, 30-35 ans même. Donc il s'avère que le shekel arrive en tête il y a d'autres monnaies aussi qui ont pris de la valeur par rapport au dollar, mais le shekel arrive en tête avec une progression de 20,2% face au dollar sur la dernière année, puisque c'est un phénomène entamé avant donc la dernière guerre. Et il y a d'autres monnaies comme par exemple le peso colombien et la monnaie brésilienne aussi, les mexicaines, qui aussi ont pris de la valeur. Alors en fait, donc d'autres monnaies, comme je l'ai dit, dans l'année qui vient de s'écouler, ont enregistré une progression à 2 chiffres. Et en fait, les causes sont nombreuses. Il faut d'abord une cause le contexte, c'est la modification des flux de capitaux qui circulent différemment, des fluctuations aussi en matière de politique monétaire et aussi d'amélioration des données économiques locales dans ces pays. Alors les conséquences pour Israël, conséquences positives d'abord, c'est celle qui se réchauffe un peu le cœur, c'est que la baisse aussi sensible du dollar va entraîner un moindre coût pour la plupart des importations fixées en dollars. Il faudra moins de shekels pour acheter les mêmes produits industriels ou de services. C'est une bonne nouvelle pour l'économie israélienne. Et puis aussi, une baisse évidente du prix des prestations évaluées elles aussi en dollars, comme les voyages à l'étranger, les billets d'avion, donc une sorte d'atout, mais à relativiser parce que les flux de transport aérien à l'arrivée et au départ d'Israël, les flux touristiques d'Israël vers l'étranger n'ont pas repris évidemment, et sont loin d'avoir repris leur volume habituel à cause de la guerre avec l'Iran. Alors les conséquences négatives, tout le monde peut les saisir aussi, c'est que pour toutes les industries israéliennes exportatrices, notamment dans la branche du high-tech qui est si compétitive dans toutes ces sous-branches, les microprocesseurs,
les fibres optiques, etc., eh bien, ces firmes risquent de voir leurs commandes étrangères réduites, voire même annulées, parce que revenant plus cher, puisque tous ces flux s'évaluent en dollars, ce qui pourrait entraîner, si ce phénomène continuait encore nettement, eh bien, cela pourrait même entraîner de nombreuses fermetures d'entreprises, jusque-là entreprises israéliennes, très compétitives sur les marchés mondiaux. Enfin, quel était le commentaire du gouverneur de la Banque d'Israël sur ce phénomène de renforcement du shekel? Comment il explique la vigueur du shekel? Alors, d'abord par la solidité de l'économie israélienne, et ce de manière paradoxale dans une période de guerre aussi continue, depuis presque 3 ans de guerre continue. Et des bonnes performances des exportations jusque-là, bien que c'est quelque chose qui pourrait se retourner, et aussi et surtout un afflux très significatif ces dernières années, et même après le 7 octobre, un afflux significatif des investissements directs étrangers qui ont renforcé la demande pour la monnaie locale qu'est le shekel. Et enfin, il faut comprendre, ça c'est un autre sujet, mais que du point de vue américain, la baisse de cette devise est liée entre autres aux inquiétudes des marchés mondiaux et du marché américain face à la politique, je dirais, de l'administration Trump, mais pas seulement, puisque Trump n'est pas aux affaires depuis si longtemps, mais une politique américaine jugée imprévisible pour le moins. Richard Darmon, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous. À bientôt. Bonsoir. Téhéran reçoit une délégation pakistanaise qui détient un message américain dans le cadre des contacts indirects qui visent à relancer les négociations. Selon la télévision d'État iranienne, la délégation sera reçue par le ministre des Affaires étrangères et doit transmettre à son tour un message aux Américains. Et il faut savoir que cette délégation est de haut niveau. Il n'y a pas de reprise des pourparlers, comme c'était le cas la semaine passée, avec 2 délégations face à face. Les États-Unis ont par ailleurs démenti formellement qu'ils avaient accepté de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran, malgré des informations qui évoquent un rapprochement entre les 2 parties. Donald Trump, qui est allé au contraire tout à fait dans l'autre sens, comme c'est son habitude, et il dit que les États-Unis disposent de la capacité de détruire tous les ponts et centrales électriques iraniens en 1 heure. Déclaration faite dans une émission sur Fox TV qui s'appelle Morning with Maria. 11 pays appellent à une réponse économique coordonnée. Les ministres des Finances, notamment du Royaume-Uni, du Japon, de l'Australie, ont appelé à une réponse économique coordonnée, responsable et réactive face à la guerre au Moyen-Orient. Les discussions se sont donc très bien passées apparemment hier entre Israël et le Liban. Il faut savoir que c'est un moment qui est historique puisque les 2 pays se sont rencontrés non pas pour des arrangements de frontières mais vraiment pour parler de désarmement du Hezbollah, de normalisation. La discussion a démarré hier soir et un rendez-vous a déjà été donné pour une reprise régulière des négociations entre les 2 pays. The Lebanese people are victims of Iranian aggression, and this needs to stop. And so our hope here, and I know this will be a process, okay, all of the complexities of this matter are not going to be resolved in the next 6 hours. Voilà, donc c'est Marco Rubio qui a ouvert les discussions et à la fin de ce premier débat, l'ambassadeur israélien a affirmé à la sortie donc des pourparlers, nous avons découvert que le Liban et Israël étaient du même côté. J'étais très honoré d'être à une table de négociation avec l'ambassadrice du Liban et d'être face à cette dame, la Hamadadi, ici à Washington. On a découvert que nous sommes tous les 2 du même côté de l'équation. Nous sommes unis pour libérer le Liban d'une occupation, d'une force d'occupation qui est armée par l'Iran. Le Liban est sous occupation. Et nous, Israéliens, nous souffrons de leurs attaques terroristes constantes sur notre territoire,
affirme l'ambassadeur israélien à Washington. Un ambassadeur qui, par ailleurs, a souligné qu'Israël voulait tenir la France le plus éloigné possible des négociations avec le Liban. L'ambassadeur qui a dit « Nous ne voulons pas que la France puisse intervenir et nous souhaitons qu'elle reste le plus éloignée possible donc de la table de négociation ». La réponse du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. D'abord, je suis très satisfait de constater que le gouvernement israélien s'est résolu à répondre à la demande de la France, que j'avais moi-même exprimée le 3 mars dernier à Jérusalem, que le gouvernement israélien saisisse la main tendue par le gouvernement libanais pour engager un dialogue de haut niveau, historique, pour parvenir à consolider un cessez-le-feu, à engager de manière coordonnée un processus de désarmement du Hezbollah, et puis à régler le différend qui oppose les deux pays depuis des décennies. Je suis heureux de constater que le gouvernement israélien ait confié à M. Leiter, un homme qui apparemment est très diplomate, très fin et très subtil, le soin de mener cette négociation. Il est apparemment déterminé à réduire au maximum le nombre de pays partenaires dont le Liban aura besoin pour se redresser. Et je me permets simplement et humblement de faire deux suggestions. La première, c'est que M. Leiter puisse se coordonner avec son ministère de tutelle, avec lequel mon ministère est en lien très fréquent, puisque même lorsque nous avons des désaccords profonds, eh bien nous échangeons sur la situation régionale dont M. Leiter voudrait que la France se tienne éloignée. Et puis la deuxième suggestion, dans l'intérêt de cette négociation historique entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais, c'est que M. Leiter lui-même se tienne le plus éloigné que possible des micros et des caméras de télévision. Voilà donc la réponse pleine d'ironie du chef de la diplomatie française à cette réflexion de l'ambassadeur israélien qui voulait tenir éloigné les Français des discussions. Sur le terrain, on n'a vraiment pas l'impression que ce soit l'heure du cessez-le-feu. Je vous le disais, 40 roquettes sont tombées en territoire israélien sur la simple journée d'aujourd'hui. Il y a cependant une réunion prévue ce soir pour en parler. Eyal Zamir a annoncé qu'il avait approuvé de nouveaux plans opérationnels visant à la fois le Liban et l'Iran. Eyal Zamir, c'est le chef d'état-major de Tsahal, le chef d'état-major qui a également évoqué la coordination avec les États-Unis. Il affirme que des opérations conjointes avaient permis de frapper sévèrement le régime iranien en affaiblissant ses capacités défensives. Nous ne devons pas leur permettre d'obtenir des avancées sur le dossier nucléaire dans le détroit d'Ormuz ou sur d'autres enjeux, a affirmé le général Eyal Zamir. Il y a un document qui a été autorisé à publication par Tsahal, mais qui reste quand même très rare. C'est, vous allez l'entendre dans un instant, la façon dont les officiers parlent à leurs hommes quand ils sont sur le terrain. Vous savez, ils réunissent leurs hommes la nuit généralement, ou le matin juste avant une attaque, et ils leur disent, en fait, vous savez quoi? Vous allez entendre tout de suite. Donc l'officier dit voilà, on est ici au Liban. Écoutez. Alors la décision, elle se prend ici dans la tête, elle se prend ici dans les jambes, Vebalev dans le cœur. Et on va aller de maison en maison, de chambre en chambre, de village en village, jusqu'il n'y ait plus de Hezbollah au Liban. Vous m'avez entendu? Haïdé. Je suis fier d'être à la tête de votre unité, affirme-t-il. Donc oui, je vous le disais, sur le terrain, on n'a pas vraiment l'impression d'un cessez-le-feu. Un juge de la Cour suprême israélienne a qualifié d'extrêmement radicale l'idée de contraindre le Premier ministre à limoger Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, c'est le ministre de la Sécurité nationale, mais il n'écarte pas totalement cette option. Les requérants qui se sont présentés devant la Cour suprême dénoncent des atteintes à l'indépendance de la police et aux principes démocratiques. Retour en France avec une pétition qui a été signée par plus de 600 000 personnes pour dénoncer le projet de loi Yadan. Vous savez, ce projet qui d'ailleurs sera le sujet d'un forum dans quelques minutes sur cette antenne, sur Radio Shalom. Cette loi qui veut qu'on punisse par la loi, qu'on punisse par la justice, ceux qui souhaitent en finir avec l'État d'Israël, ceux qui tiennent des propos antisionistes, ceux qui veulent détruire l'État d'Israël. Une pétition a été déposée
pour demander à ce que cette loi ne passe pas. Elle a retenu 600 000 signatures. Et les députés de la France insoumise, qui sont à l'origine de cette action, ont demandé à ce qu'on en discute aujourd'hui devant la Chambre par les députés. Décision refusée, donc la France insoumise affirme qu'on les boycotte. La réponse de Pierre Cazeneuve, lui, il est de l'autre côté, du côté des macronistes. On l'écoute. Bonjour, je viens ici pour réagir au classement de la pétition sur la loi Yadan et surtout pour réagir à ce qu'essaye de faire monter la France insoumise depuis ce matin. On les entend dire que c'est un déni de démocratie et qu'on n'a pas respecté les 700 000 pétitionnaires. Il faut que les choses soient extrêmement claires. Quand une pétition aboutit, ce qui se passe, c'est que ça donne lieu à un débat sans vote, une succession d'orateurs, sans contradiction, sans débat sur les amendements, sans vote surtout, et sans même potentiellement de réponse du gouvernement. C'est ça l'aboutissement final d'une pétition. Or, on voit bien qu'on a déjà inscrit à l'ordre du jour la PPL Yadan, qui est l'objet de la pétition en question et qui devra donner lieu en séance publique à une étude, amendement par amendement, article par article, mais surtout avec un vote solennel la semaine prochaine. Donc, on voit bien l'hypocrisie de la France insoumise, qui depuis 3 semaines utilise toutes les méthodes de l'obstruction pour qu'on n'arrive jamais à l'examen de ce texte. On l'a bien vu encore pour ceux qui suivent cette assemblée, qui suivent nos travaux parlementaires, à quel point ils essayent d'embourber l'ordre du jour, de déposer encore des sous-amendements sur la proposition de loi qui est en ce moment étudiée sur les durées de rétention en CRA, pour justement ne pas arriver à ce texte. La vérité, c'est que la France insoumise est d'une hypocrisie absolue. Elle a peur de l'examen de ce texte, elle ne veut pas de l'examen de ce texte, elle a peur du vote, et donc elle fait tout pour ne pas qu'on ait cette discussion. Et donc se revêtir derrière de la défense des pétitionnaires, hurler au déni de démocratie parce qu'on a classé cette pétition, mais parce qu'on va avoir un débat beaucoup plus approfondi en séance publique, c'est d'une hypocrisie sans nom, et je voulais le dénoncer devant vous aujourd'hui, et surtout ne tombez pas dans leur narratif qui est complètement hypocrite. Catherine Garçon qui est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, alors il y a un grand événement chaque année. Il y a un grand événement en fait en Israël chaque année à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance. C'est l'allumage des torches. Il y a 12 torches qui représentent les 12 tribus de l'État d'Israël. Et alors on donne toujours à une personnalité qui est marquante de l'année. Un ancien otage, par exemple, ou un infirmier qui a fait quelque chose d'incroyable pendant le Covid. Et toujours, vraiment, c'est une façon de rendre hommage à ceux qui se sont distingués pendant l'année pour l'État d'Israël et pour les Juifs. Une fois, on avait proposé aussi un Lubavitch, qui avait été victime d'un attentat en Inde. Enfin bref, alors on sait maintenant qui va allumer les torches de cette année, Catherine. Oui, tout à fait. On sait en gros à peu près tous ceux qui vont allumer la torche. Alors, un de ceux qui est le plus connu en Israël, c'est un juge, c'est un Dayan, et qui est célèbre parce que aussi il fait des milouïm, enfin il fait des moments de réserve réguliers, et c'est lui qui détruit à Gaza, qui détruit les buildings qui sont potentiellement dangereux pour les soldats, ou après qu'on doit raser un building, à tel point il s'appelle Avram Zarbiv, et il y a même maintenant un verbe, les zarbev, en hébreu, qui est détruire. Détruire. Donc, il est Les Miri Ardennes. Regev qui est là, les arbev, Zerbiv, les arbev. Ouais. Et donc, voilà, donc il représente, a dit la ministre, les hommes et les femmes de la communauté nationale religieuse qui combinent une vie de Torah avec le service et la contribution à l'État. Donc là, c'est un de ceux qui est les plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a toujours un représentant ou de la diaspora ou de l'étranger, qui est quelqu'un qui a soutenu ou qui soutient les Juifs qui font vivre la diaspora. Cette année, ça sera le président argentin, Javier Milei, qui allumera une des torches. Et parmi les autres aussi, il y a quelqu'un, alors on ne sait pas, il y a un petit moshav qui s'appelle Shtula,
qui est tout au nord, qui est tout près du Hezbollah. De l'autre côté, il y a eu des morts pendant la guerre là-bas à cause de missiles du Hezbollah. Donc, il y a une résidente de Shtoula qui s'appelle Ora Ratan qui va venir. Il y aura aussi la mère du dernier otage sorti de Gaza. Malheureusement, il était mort. Et donc, Gili Ranan. Et donc, sa mère va venir allumer une torche. Et il y a aussi d'autres gens. Alors, on va encore en citer un ou deux. Il y a quelqu'un qui s'appelle, non, je dis Gili Ranan, pardon, c'était Talik qui était la mère du dernier otage. Et le Gili Ranan en question, il est un membre de l'entreprise Wiz de cybersécurité qui a été vendue cette année à Google pour 32 milliards de dollars et qui est donc la plus grande exit de l'histoire d'Israël. Et voilà. Donc, il y en aura encore d'autres, puisque j'ai dit Talik Gvili, que je redis son nom, la mère de Ran Gvili. Et il y aura aussi un soldat, etc., qui va être là. Et c'était un moment très émouvant et c'est un moment effectivement où on voit à travers la personnalité des gens qui allument ces torches, les Tiferet et Médinat Israël, à la gloire de l'État d'Israël, les évolutions sociales à l'intérieur du pays lui-même. Catherine Garçon à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Une étude sur l'antisémitisme de l'Université de Tel Aviv, en fait, c'est une étude qui est annuelle, ce qui permet d'ailleurs de comparer, montre un niveau de violence antisémite jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en ligne à Tel Aviv avec Sivan Cohen-Rosenfeld. Bonsoir Sivan. Bonsoir Bernard. Alors d'abord déjà, il faudrait peut-être nous expliquer un peu comment se présente ce rapport, comment est-ce qu'il est réalisé. Eh bien Bernard, il s'agit du rapport annuel sur l'état de l'antisémitisme dans le monde qui a été publié le 12 avril par le Centre d'études sur le judaïsme européen contemporain de l'Université de Tel Aviv en collaboration avec l'Institut Irving Kotler pour la démocratie, les droits de l'homme et la justice. C'est un rapport donc qui est publié tous les ans depuis 2001 qui s'appuie sur des données provenant de dizaines d'autorités dans le monde chargées de la sécurité, de commissions spécialisées, des communautés juives, d'articles de presse et sur des entretiens et enquêtes de terrain menés par les chercheurs. Il est considéré comme une référence dans ce domaine et cité par des centaines de médias à travers le monde. Et selon ce rapport, donc, en 2025, à l'ombre de la guerre à Gaza, le nombre des cas de violences graves contre les Juifs en Occident a atteint des records sans précédent depuis plus de 30 ans, notamment 20 assassinats lors de 4 attaques distinctes sur 3 continents. Quelles sont les données en fait de ce rapport ? Eh bien, dans de nombreux pays, l'année 2025 a été marquée par une augmentation par rapport à 2024 du nombre de Juifs victimes de violences physiques telles que coups et blessures ou jets de pierre. Le nombre des autres incidents, vandalisme, menaces verbales et harcèlement en ligne varie selon les pays. Cependant, partout en Occident, leur nombre total est resté nettement supérieur à celui de 2022 avant la guerre à Gaza. Les données sont particulièrement alarmantes en Australie. On se rappelle bien sûr le massacre de Hanouka près de Sydney qui a coûté la vie à 15 juifs, mais de plus, le nombre total d'incidents antisémites recensés donc en Australie est passé à 1750 en 2025 contre 472 en 2022, avec une hausse justement à la fin de la guerre à Gaza. Même tendance au Canada, où on a dénombré 6800 incidents antisémites, soit plus de 3 fois plus qu'en 2022. En France, qui compte la troisième plus importante population juive après Israël et les États-Unis, soit 438 500 personnes, le nombre total d'incidents antisémites a plutôt légèrement diminué. Cependant, le nombre d'incidents impliquant des violences physiques a lui augmenté. On se rappelle notamment l'agression du rabbin d'Orléans, Aryeh Engelberg, avec son jeune fils, et celle du rabbin Eli Lamel, agressé à 2 reprises en l'espace d'une semaine, et les actes de vandalisme visant notamment le mémorial de la Shoah, 3 synagogues et un restaurant dans le Marais en mai 2025.
Dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, la tendance est identique, légère baisse du nombre total d'incidents, mais cependant augmentation du nombre de violences physiques et une hausse justement après la fin de la guerre à Gaza. Et donc, quelles sont les conclusions des chercheurs? Eh bien, le professeur Ouria Chavit, qui est directeur du centre et rédacteur en chef de ce rapport, relève la banalisation alarmante du niveau élevé du nombre des incidents antisémites. C'est comme si l'antisémitisme s'était normalisé. Il ajoute que comme dans les autres types de crimes, l'indifférence des forces de l'ordre aux délits mineurs favorise le développement d'une criminalité grave. Le rapport relève que nous assistons non seulement à une explosion mondiale sans précédent des incidents antisémites depuis le début de leur recensement dans les années 70, mais surtout des crimes haineux visant les Juifs. Ainsi, au Canada, les Juifs ne représentent que 1% de la population du pays, et pourtant ils sont la cible de 72% des crimes haineux signalés et ont 25 fois plus de risques d'être pris pour cible que tout autre groupe minoritaire. Le rapport souligne également une dérive dangereuse, considérable contre Israël aux États-Unis, où l'antisémitisme prospère comme il ne l'avait jamais fait depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris au sein du Parti républicain, qui constitue une source d'inquiétude existentielle pour le peuple juif, car il ne faut pas oublier que le seul soutien quasi inconditionnel à Israël venait jusqu'à présent de là. Enfin, concernant les auteurs de ces attentats, le rapport note la difficulté de prévenir les attaques antisémites du fait que de nombreux agresseurs sont des individus isolés, non intégrés à une structure organisationnelle, qui présentent une grande diversité d'âge et d'origine géographique et ethnique, et proviennent principalement de deux extrêmes politiques diamétralement opposés. D'une part, les chrétiens partisans de la suprématie blanche et de l'autre, les musulmans antisionistes. Sivan Cohen-Wiesenfeld, PhD de l'Université de Tel Aviv, je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir Bernard.